Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue bien dans ce énième webinaire On continue à former. Voilà, où nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sylvain Vacarès. Je pense que beaucoup de gens te connaissent, mais on va te laisser te présenter. Et qui va nous peut-être voir comment anticiper la future stratégie digitale des organismes de formation qui, je le sais, se posent tous et nous nous posons tous beaucoup de questions là-dessus sur le comment ne pas refaire, comment ne pas revenir complètement en arrière et comment peut-être quitter aussi ce 100% digital pour faire un mix qui soit intelligent à l'avenir et qui nous permette de nous confiner dans les meilleures conditions s'il y a besoin. Voilà, comme d'habitude, nous avons notre animateur en chef, Jean-Luc Lébrier, à qui je laisse la parole et je disparais, je regarde le chat. Voilà, donc je vous rappelle que vous avez possibilité de chatter, vous avez une petite bulle qui vous permet de mettre en place le chat et puis de poser vos questions que je regarderai. Attention. Merci, à tout à l'heure. Ok, merci Christophe. Alors, petit aspect pratique, bon, on est en petit groupe, donc vous aurez possibilité bien évidemment d'interagir avec nous donc dans cet entretien, avec nous, avec Sylvain principalement. Mais ce que je vous demanderais, c'est peut-être par contre, en attendant, avant de prendre la parole, eh bien, de couper vos micros de façon à ce qu'on n'ait pas trop de bruit parasite qui passent et qui sont enregistrés par la même occasion. Donc voilà. Donc je vous invite à mettre vos micros en muet de façon à ne pas créer ces perturbations. Bien, effectivement, je renouvelle la bienvenue à Sylvain qui est parmi nous. Donc aujourd'hui, alors Sylvain Normand, donc participant local de l'étape, comme on dit. Mais au-delà de ça, bien évidemment, c'est surtout ta connaissance, ton antériorité, sans appuyer trop fort sur ton âge, dont pour lequel j'ai rien envié, mais ton antériorité quand même dans ce monde qu'on appelle aujourd'hui le digital learning, qui nous intéresse à travers cet entretien. Comment toi tu as appréhendé aussi et quel regard tu peux porter, tu as porté pendant ces semaines passées sur ce qui s'est passé pendant cette période de confinement et de continuité pédagogique qui a été son corollaire. On a vu que ce confinement a propulsé en fait autant les formateurs que les apprenants dans une situation à distance, dans des proportions bien évidemment inédites, qui ne se reproduiront peut-être pas, mais peut-être que si. Donc c'est pour ça que bon, ça nous amène à nous poser des questions. Et on sent bien que effectivement la formation dans les mois et les années à venir dépendra en grande partie de la capacité que chacun aura à analyser cette période qui s'est passée. Alors, moi j'ai envie de te poser comme première question, c'est de dire ce qui vient de se passer là, ce qui est encore en train de se passer cette semaine, puisqu'il paraît qu'on sort que le 11, tout va bien. En fait, pendant cette période, est-ce que finalement les formateurs, ils ont vraiment formé, et est-ce que les apprenants, ils ont appris, à ton avis? Ah, ça, c'est une bonne question. En fait, bon, déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Et pour répondre à ta question, Jean-Luc, en fait, je pense qu'on n'en sait rien, en fait, et c'est un peu le problème. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des tas de bruits qui courent, il y a des tas de témoignages qui remontent, il y a des tas de choses, en fait, que l'on voit, mais c'est très difficile, en fait, de façon quantitative, de savoir ce qui se passe. Par exemple, on parle de continuité pédagogique quand un processus existait. Et quand une formation durait 2 jours et qu'elle démarrait le 3 avril, il n'y avait pas de continuité pédagogique. Donc, en fait, aujourd'hui, je pense qu'on est sans doute face à un paysage extrêmement contrasté. Euh, et, euh, et en ce qui concerne, dans tous les cas, l'offre de formation, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, énormément de gens qui souffrent, mais c'est pas forcément ceux dont on entend parler aujourd'hui. Du côté des apprenants, pour moi, c'est compliqué parce que les apprenants, ils sont pas dans une situation de formation normale. Je vais donner un exemple. Moi, je fais des formations longues hein, qui se font à distance depuis longtemps et j'en ai en cours là. Par exemple, dans le cadre du master que j'ai la chance d'animer là à Rennes depuis 2005, on a une session en cours. Tout se passait bien.
comme d'habitude, en fait, c'était maîtrisé. Et puis depuis le confinement, il y a beaucoup de dysfonctionnements qui sont apparus. Donc en fait, même chez des gens qui étaient habitués à la distance, en fait, leur situation personnelle c'est fortement changé, a fortement changé, et ça a amené énormément de perturbations. Et je suis pas sûr, moi, aujourd'hui, que la situation de confinement soit une situation qui soit propice à l'apprentissage, parce que il y a beaucoup d'interférences avec évidemment les angoisses qu'ont les gens, la situation d'enfermement, et puis le fait d'avoir, je sais pas quoi, ces enfants à la maison. Enfin, très pratiques qui vont venir perturber. Donc Je veux dire on s'est un peu, en tant que formateur, on s'est un peu concentré sur notre métier de formateur, et peut-être qu'une fois de plus, on a un petit peu oublié l'environnement dans lequel étaient baignés nos apprenants quand même. il y a pas mal d'apprenants, par exemple, qui se plaignent du surcroît d'activités qu'on leur demande, de travail qu'on leur demande, Oui. parce qu'il y a eu un effet de vide en fait chez le formateur qui a perdu la relation directe et qui a eu tendance en fait à surcharger ses apprenants, par exemple, quand la continuité s'est faite, hein, de manière à essayer de combler le vide. Donc on a vu des classes virtuelles apparaître massivement, alors qu'en fait il n'y en avait pas forcément besoin, pas d'autant en tous les cas. On a vu aussi énormément de liens envoyés, etc., comme si tout le monde pouvait consulter tous ces liens, etc., enfin, sans faire preuve de discrimination. En fait, on a beaucoup fait reporter finalement sur l'apprenant une partie de la pression, alors que le formateur, son job, c'est d'amortir le choc. En fait, on est là pour accompagner l'apprenant. On n'est pas là on n'est pas là pour lui répercuter en fait la pression qu'on a subie. Alors, c'est facile à dire comme ça. Hein, c'est pas un jugement que je porte et des reproches que je fais au formateur. Hein, c'est très compliqué. Mais on voit bien que il faudra analyser ça correctement pour voir dans l'expérience qui a été vécue ce qui relève de ce qui est spécifique à la situation d'enfermement et de confinement et ce qui sans doute relève de situations plus reproductibles en tous les cas. Alors bien évidemment, quand on construit des dispositifs de formation, on pense à mettre des jalons pour faire de l'évaluation, que ce soit à la fin, que ce soit pendant, faire de la régulation, c'est tout le travail de la coordination pédagogique, hein, en l'occurrence. Et on sait que le point que tu évoques de la surcharge de travail qu'on peut amener aux apprenants, elle est quelquefois due à un manque de coordination entre les intervenants eux-mêmes, qui ne se rendent pas bien compte effectivement du travail qui peut être demandé aussi au même moment aux mêmes personnes, y compris, j'imagine, organiser des classes virtuelles à la même heure le même jour, sans en avoir pris conscience. Mais justement, là, on n'a pas pu. Est-ce que tu penses que on pourra quand même chercher avec les formateurs et avec tous les bénéficiaires, hein, quels qu'ils soient, des dispositifs, parce qu'on se concentre sur la formation, mais il y a tous les demandeurs d'emploi qu'on a pu accompagner sur des parcours professionnels ou des choses comme ça, qui eux avaient aussi des difficultés particulières. Est-ce qu'on arrivera à en tirer les enseignements et comment, puisqu'on n'a pas prévu effectivement ces dispositifs, on va dire, de collecte et d'analyse? Non, alors c'est sûr que ça va être anticipé. Bon, personne ne pouvait le savoir en fait. Hein, voilà, c'est un fait. Euh, Ça sert à rien de dire on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça. C'est trop tard. Et puis c'était pas sûr que ce soit faisable. C'est facile avec le recul. Euh, aujourd'hui, ce qui me semble moins important, c'est de réfléchir, enfin de bien poser l'analyse en fait de la situation qui s'est faite et d'essayer de faire le tri entre ce qui était positif et ce qui était beaucoup moins positif. Et de ne pas avoir peur en fait du constat qu'on fait, c'est-à-dire que même s'il va à l'encontre de ce que certains pensent ou de ce qu'on imagine avoir fait, bah, il faudra quand même avoir quelque chose d'un peu objectif. Donc il faudra demander aux apprenants comment ça s'est passé pour eux, en fait, quel a été le ressenti, comment ça s'est passé finalement cette expérience pour eux. Il faudra demander aussi aux formateurs, il faudra voir aussi, même sur l'offre, hein, de manière un peu plus globale, sur l'offre de formation, qu'est-ce qu'on a réussi à maintenir, qu'est-ce qu'on a moins réussi à maintenir. Enfin voilà, avoir une vision un peu 360 degrés comme ça, en essayant de faire un constat le plus froid possible, en tous les cas, pour se dire, bon, ben voilà, objectivement, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, il faudra le passer au filtre de ce qui est spécifique à cette situation et ce qui l'est moins. Et puis ensuite, bah, à partir de ça, se dire bon, bah, aujourd'hui finalement, il y a quand même des choses positives qui ont été mises en œuvre. Ça a mis tout le monde dans le grand bain. Hein. On a un peu poussé tout le monde dans l'eau en disant mais si, vous êtes des mammifères, vous savez nager, vous avez juste à vous en convaincre.
Le principe d'Archimède fonctionne, regardez. Euh, donc voilà, vous êtes des enseignants machin, même à la distance, finalement, on vous retire un paramètre évidemment important, mais normalement, vous avez les outils, enfin, vous savez, vous devriez savoir le faire au moins en partie. Donc voilà, donc cette expérience-là, il va falloir en fait, voilà, le revenir dessus et de se dire, bah regardez, vous avez réussi à faire ci, vous avez réussi à faire ça. Il y a un truc, par exemple, je m'interrogeais en réfléchissant à cette intervention ce matin là, et bon, il y avait un gros sujet qui était l'action de formation en situation de travail quand même, hein, juste avant le confinement, souvenez-vous. Et ben là, on a quand même vu l'action de travail de manière massive parce que tous ces gens qui se sont retrouvés en télétravail, qui ont dû réorganiser leur manière de travailler, etc., et ils n'ont pas été en formation avant pour apprendre à le faire, en fait. Et finalement, ils ont réussi. Enfin, on a réussi à maintenir une activité pour une partie de gens qui ont pu télétravailler. Donc, il y a des choses qui sont très positives. En réalité, on a pu montrer aussi aux gens que on pouvait finalement modifier des paramètres importants de l'organisation et quand même retomber en partie sur ses pieds parce que il y a une capacité d'adaptation, une capacité d'échange. Et même si ça s'est fait de manière totalement informelle et improvisée, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas mis en œuvre des mécanismes qui, eux, peuvent être maximisés, si je puis dire, ou en tous les cas enrichis, améliorés, si on les fait dans le cadre d'une ingénierie pédagogique, en fait, construite, y compris sur la partie social learning, informelle, etc., qui sont des sujets qui sont souvent pas très bien traités en formation. Et voilà, donc il faudra essayer de recueillir un maximum de choses, quoi. Justement, tu parles effectivement d'ingénierie, ce que bien évidemment, et à nouveau, on ne fera que se répéter une fois de plus, on n'a pas eu le temps de faire en amont, puisqu'il a fallu du jour au lendemain plonger dans le grand bain, comme tu le dis. Est-ce que justement par ce manque de préparation et quelquefois même pour des personnes qui avaient peut-être une expérience aussi de formation, enfin de former à distance, hein, mais qui pris un petit peu au dépourvu devant l'urgence quelquefois de la masse des personnes, est-ce qu'on n'a pas assisté quand même un petit peu à un renforcement on va dire d'une pédagogie un peu descendante où bon bah allez, on allume la caméra, je vous fais cours en mode conférence et puis je vous mets des documents sur le drive. Je caricature peut-être un peu, mais est-ce qu'on n'a pas quand même eu un renforcement de ce modèle-là? Et quelque part, comment est-ce qu'on peut, avec cette expérience-là, qui on le sait bien évidemment à ses travers et ses limites, comment est-ce qu'on peut modifier un petit peu la position du curseur là-dessus? Là, la question, ça pose une question compliquée parce que effectivement, on l'a vu, ça, on l'a constaté, et c'était assez logique que ça se passe comme ça. Le problème, c'est que pour changer ça, par exemple, il fallait revoir l'organisation. Si on prend par exemple une formation longue où il y a plusieurs formateurs qui interviennent avec, par exemple, des cases horaires. Je sais pas quoi, moi je fais une demi-journée ou je fais 2 heures, après c'est un collègue qui vient, etc. On a toute une organisation, par exemple, des emplois du temps, en fait, qui était basée sur la disponibilité physique des gens, évidemment, des formateurs, mais aussi les locaux, etc. Tout ça, en fait, sautait d'un coup. Et donc, il fallait pouvoir réimaginer, en fait, un dispositif en tenant compte de tous les autres paramètres. Parce que on pense souvent à la pédagogie, mais dans la formation, la logistique, c'est pas une mince affaire quand même, hein. Donc, il fallait être capable de se réorganiser. Et ça, c'était impossible de le faire en quelques heures, même en quelques jours. Donc, et ça, on pourra pas par rapport à l'effet de surprise, soit on a anticipé, soit on n'a pas anticipé. Et moi, j'ai vu en fait des clients, par exemple à moi, qui ont 20 ans d'expérience dans la formation en ligne, etc., se retrouver dans des difficultés très importantes parce qu'ils n'étaient pas habitués à gérer ce volume-là. C'est-à-dire que la formation en ligne, pour eux, c'était peut-être 15% de leur activité. Et quand il a fallu passer à 100%, ils n'étaient pas plus capables que les autres de le faire parce qu'ils étaient juste pas organisés pour le faire. Ils avaient un problème de compétence sur une partie de leur population de formateurs, mais c'était pas forcément le plus important. C'était le fait d'être incapable de réorganiser le service autour de ça parce qu'il fallait le reprendre pratiquement de zéro, quoi, en termes de logistique et d'organisation, et qu'on n'avait pas les données, que les gens étaient plus sous la main, qu'il y avait des problèmes de communication. Enfin, donc c'était une équation impossible, enfin, de ce point de vue-là. Donc, tu fais écho il y a quelques semaines, j'ai invité quelqu'un que tu connais, tu l'as eu comme étudiant, qui est Frédéric Bouissy, qui est directeur
d'un CFA dans les Landes, et qui disait, lui, en tant que directeur adjoint, il dit non seulement il a fallu se mettre dans la distance pour former, mais il a fallu apprendre à manager à distance en plus, y compris bien sûr c'est valable pour toutes les entreprises, toutes les organisations, mais les centres de formation particulièrement n'étaient pas très très bien préparés à faire ce management à distance, et donc ça a été préparer la distance à distance, donc une équation carrée là. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et puis voilà. Alors après, c'est l'avantage de ce type peut-être de situation un peu extrême, enfin un peu beaucoup extrême même. Euh, c'est euh, c'est que ça a un effet de révélateur. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis finalement en exergue, on a fait ressortir pas mal de dysfonctionnements qu'on avait, enfin qui n'apparaissaient peut-être pas de façon aussi pointue. Je prends un ou deux exemples, mais par exemple, la compétence chez les formateurs, ça a toujours été un sujet un peu compliqué, la compétence. Hein. Le formateur, on le forme. Enfin, parmi nous, il y a des gens qui forment des formateurs. Ici, tous les gens qui forment des formateurs et qui forment aussi d'autres types de publics savent bien que les formateurs sont des publics compliqués quand on les forme. Euh, donc, le statut de la compétence, le statut chez le formateur lui-même, ce qui appartient à l'organisation, ce qui appartient à ses formateurs, etc. Toutes ces questions-là, elles sont apparues quand même assez sous un angle un peu différent, et elles ont mis en lumière un certain nombre de choses qu'il faudra traiter, qu'il fallait déjà traiter. Maintenant, je pense que la prise de conscience va être un peu accélérée. Et moi, j'imagine que ça va permettre d'avancer un peu plus vite sur un sujet comme celui-là, par exemple, sur le travail de groupe, la mutualisation, par exemple, des ressources. Là, il est évident que c'était un vrai problème de ne pas avoir les ressources de tout le monde pour mutualiser, pour organiser le service. Mais si on veut les mutualiser, il faut qu'elles soient numérisées, sinon on aura du mal. Il faut que les gens acceptent, il faut que ça ait été pensé. Voilà. Alors dans l'urgence, il y a eu des élans de solidarité, des gens qui ont aidé leurs collègues, machin, ils ont mis en commun des choses qu'on n'avait pas réussi à faire depuis des années. Donc ça c'est bien. Maintenant il va falloir rentrer ça dans un contexte post-crise en fait, en disant attention, c'est pas parce que vous avez partagé pour faire face dans l'urgence, parce que vous aviez envie voilà, d'être solidaire de vos collègues. En fait, la solidarité, c'est pas que pendant qu'on est en crise. Il va falloir que ça continue. Et puis, c'est pas un problème de solidarité. En fait, c'est un problème de fonctionnement normal. Ça n'a rien à voir avec la solidarité si on veut le pérenniser. Donc ces éléments-là, moi je reste persuadé que ces éléments-là, on peut les mettre à profit, on peut en tirer des choses, mais ça veut dire beaucoup de travail quand même pour arriver à faire le diagnostic, à mener après des actions qui vous permettent voilà, de modifier un peu l'organisation, de négocier ça avec tout le monde en fait, hein, de construire ensemble, voilà, d'essayer de maintenir une espèce de dynamique ou en tous les cas la prolonger, mais dans une optique un peu différente. Pour moi, c'est pas gagné, hein, parce que je pense que la tendance naturelle va être à l'inverse. En fait, les gens vont vouloir essayer de retrouver leur marque en fait, et il va y avoir un phénomène de recul automatiquement, on le constate à chaque fois. Hein. Donc, il va falloir aller à contre-courant de ça, peut-être accepter l'idée que les gens aient envie de retrouver quelque chose d'un peu plus normal, mais après, en fait, très vite. Pour pas oublier, analyser ce qui s'est passé et recapitaliser là-dessus en disant on doit pouvoir améliorer les choses. Il y a des gros enjeux, formation professionnelle, hein, il y a la qualité, il y a la réforme, tous ces éléments qui sont à mettre en place sont des réformes structurantes, hein, qui vont obliger à revoir quand même beaucoup de choses en termes d'organisation, etc. Bon, bah voilà, là on a eu, c'était pas la réforme, hein, c'était le virus, mais on a vu que quand on avait besoin de bouger les lignes, pouvait en fait y arriver en partie. Donc maintenant, essayons de le faire un peu plus sereinement. Voilà, c'est beaucoup optimiste. La situation de rupture. Je suis convaincu que ça va se passer comme ça. La situation de rupture en déclencheur, mais pas forcément en tant qu'élément qui va nous permettre de basculer véritablement dans d'autres C'est pas automatique en tous les cas, ça c'est sûr. Ça sera pas automatique. Alors, on a beaucoup parlé dans les médias, bien évidemment, de ceux qu'on a perdu de vue, hein, alors surtout l'éducation nationale, c'est intéressé à ça. Bon, on est l'un comme l'autre, je pense on pense que les chiffres sont un petit peu sous-estimés quand on nous parle de 5-6%. Mais est-ce que quelque part, on n'a pas aussi, en formation d'adultes, un petit peu péché en matière d'accompagnement? Est-ce que quelque part, on s'est pas dit, par exemple, tiens, on va faire des classes virtuelles comme on fait en ce moment, et puis parce que j'ai fait une classe virtuelle, je vais accompagner. Alors qu'en fait, on en a peut-être perdu autant qui étaient derrière leur écran en train de faire je ne sais quel jeu ou de discuter sur Discord en même temps, quoi.
Oui, il y a ça, et puis il y a même le simple contact. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai fait une petite étude là, il y a 2 semaines ou 3 semaines, auprès d'une communauté de professionnels de la formation. J'ai une centaine de réponses. Et j'ai posé quelques questions en disant, quand le confinement est arrivé, vous avez dû basculer 100% en ligne. Qu'est-ce que vous avez fait en premier? Qu'est-ce que vous avez utilisé comme outil? Et j'ai parlé du téléphone, en fait. Dans les choix, il y avait le téléphone. Très peu de gens utilisaient le téléphone, par exemple. Ça m'a frappé. Parce que ce qu'il fallait, c'était expliquer aux gens. Il fallait prendre contact. Il fallait faire en sorte que la rupture soit pas consommée tout de suite. Donc, les emmener sur un outil qu'ils avaient jamais utilisé, un truc compliqué, ou même le formateur savait pas bien comment ça marchait, euh, pour arriver à maintenir la qualité de la relation, alors qu'il existait des outils comme le téléphone, en fait, que tout le monde sait utiliser. Voilà, ça a été des choses comme ça. En plus, les numéros de téléphone, on pouvait les récupérer. Enfin, c'était un petit peu moins compliqué. Et ça a été finalement assez peu utilisé parce que ce qui est apparu, c'est comment je vais pouvoir réorganiser, en fait, la classe virtuelle, c'est une classe, en fait. Voilà. C'était un peu ça. Et puis le formateur disait, bah, si, j'ai fait quelque chose, ils sont venus, ou voilà. Là, je discutais avec ma fille à midi, qui est au lycée, elle m'a dit, il n'y a pas d'évaluation, par exemple, il n'y a aucune note pendant le confinement. Bah oui, sauf que là, elle a reçu un message d'alerte d'un de ses profs qui a dit, il y a la moitié de la classe qui n'a pas rendu les devoirs qu'il devait rendre. Et il les menace sur les appréciations, alors qu'ils vont rentrer dans des écoles après, en disant les écoles regardent les appréciations. Mais tout le monde sait que le système scolaire, les élèves avancent que s'il y a des notes. Enfin, à un moment donné, il y a un problème de cohérence dans le système. Pourquoi supprimer les notes puisque le système repose là-dessus, c'est quoi, qu'est-ce qu'on met à la place? En fait, il n'y avait rien à la place. Donc, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la relation, en fait, et de la réflexion sur qu'est-ce qu'on va mettre à la place, en fait, et comment on fait. Pas pour essayer de remettre ce qu'on avait, les briques qu'on avait, on ne pourra pas les remettre. Donc, comment on les remplace? Par quoi on compense? Euh, Et tu euh, crois qu'on n'avait pas derrière cette vieille arrière-pensée qui traîne depuis longtemps que bah, finalement, si on leur fait faire des devoirs à la maison, est-ce que c'est vraiment utile et fou, quoi. Et alors, et du coup, pourquoi leur en faire faire? Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais bien sûr. Mais ça, on sait le gérer autrement. Mais il faut y réfléchir quand même un petit peu. Ça s'improvise pas complètement. Oui, et puis il y a le côté aussi, pour apprendre, il faut avoir du contenu. Voilà, non, il faut mettre les gens en activité. Donc, il suffit pas de lancer du contenu. Donc, il y a eu tout cet aspect, en fait, en disant, il faut qu'ils aient accès aux ressources, il faut qu'ils aient accès aux ressources. Non. Euh, Par exemple, la classe renversée a été très peu utilisée. Alors que c'était l'occasion ou jamais. C'était de dire, bah, le cours, comme on peut pas le faire, on va le faire aux élèves. Et là, on va leur faire produire quelque chose d'original, etc. Donc, à ce moment-là, alors ça marche pas à tous les niveaux, hein, mais c'est un exemple. Mais à ce moment-là, bah, on crée une organisation collective, et puis on s'appuie sur ce qui existe. Ma fille, elle est en contact avec tous ses copains, tous les gens de sa classe. Ils ont un groupe WhatsApp, machin. Ils l'avaient bien avant, en fait. Donc, il fallait exploiter, en fait. Il fallait essayer de faire un diagnostic aussi de ce qu'il y avait, et puis d'essayer de se dire, bon, bah, là-dedans, avec ce que j'ai là, qu'est-ce que je peux faire, en fait? Plutôt que d'essayer de reproduire absolument ce qu'on avait, en fait. C'est pas possible qu'on est face à quelque chose comme ça. Mais même en général, d'ailleurs, hein, parce que quand on fait de la formation en ligne, on ne fera pas la même chose que ce qu'on faisait en salle. Enfin, on n'est pas dans une logique de substitution. Euh, on est dans une logique de réingénierie. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que les objectifs restent les mêmes, mais on n'y va pas par les mêmes chemins. Hein. Et c'est ça qu'il va falloir que les gens comprennent. Moi, je peux paraître un peu critique, hein, dans mes propos là. C'est pas mon intention, hein. Euh, ce qu'il faudra, c'est bien faire le diagnostic de ce qui s'est passé en étant réaliste, et de se dire, on a fait ça parce qu'on pensait que c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, on sait pourquoi il faut pas le faire, ou en tous les cas, pas que ça, ou pas sous cette forme-là, ou pas avec cette intensité-là, ou pas, voilà. Les constats négatifs seront aussi profitables que les bonnes réussites, hein, on est Bien d'accord. sûr, bien sûr. Là, on a un gigantesque, une espèce de laboratoire géant, dans lequel on a fait comme on a pu. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que quand même,
moi, j'ai été frappé par l'engagement finalement et le temps que les gens ont passé. Et voilà, ils ont essayé de faire des trucs. Enfin voilà, avec les moyens qu'ils avaient, tout ça. Moi, je trouve que c'était voilà, il y avait un vrai engagement. Après, c'était maladroit parce que c'était comme ça, mais ça, on ne pouvait pas grand-chose. Et maintenant, bah, ce qu'il faut, c'est pas se dire, oh là là, c'était génial ce qu'on a fait. Non, on a fait des trucs bien, on a fait des trucs moins bien. Maintenant, il faut essayer de comprendre comment, dans un contexte de formation plus multimodal, plus mixte, on va pouvoir changer. Changer le modèle et comment on va embarquer les gens, qu'est-ce qu'on va essayer comment on va faire travailler les gens autrement en fait. Alors, on a constaté dès le départ un petit peu une focalisation, que ce soit des différents ministères, hein, que ce soit l'Éducation nationale ou le ministère du Travail, sur on va mettre à disposition ce que tu évoquais, on va trouver des ressources à mettre en ligne, on va mettre à disposition des outils. On a eu des initiatives bien évidemment louables hein, de la part d'éditeurs, de la part d'acteurs de la tech hein, notamment, qui ont mis à disposition gratuitement, quasi gratuitement pour bon nombre d'entre eux, ces outils-là. Mais est-ce que quelque part, ça n'a pas un petit peu desservi ou renforcé cette vision des choses comme quoi la formation à distance ou la formation avec le digital, c'est avant tout des outils et qui justement, comme tu l'évoquais tout à l'heure, nous a écarté ou a écarté ces formateurs qui débutaient de la priorité qui était effectivement de faire de l'ingénierie et après de trouver des outils et qui du coup en sont restés au niveau des outils. Ouais. Je pense que ça, enfin pour moi, c'est sans doute le truc enfin l'erreur la plus grosse. Et pas que sur ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé, ça s'est passé, c'est pas grave. C'est surtout pour le futur. Je pense notamment aux organismes de formation, parce que euh, il faut qu'ils comprennent que la solution, elle n'est pas à l'extérieur d'eux. En fait, comme pour les formateurs, la solution, elle est en eux. En fait. C'est-à-dire que leur système, il fonctionnera s'ils savent le faire fonctionner et s'ils partent de ce qu'ils savent faire. Et aujourd'hui, les formateurs ou les organismes de formation, ils ont toutes les cartes en main pour faire de la formation multimodale. Et leur problème, c'est pas de chercher une solution dans un outil hypothétique qui résoudrait leur problème. Non, la stratégie qu'ils doivent mettre en œuvre, elle doit venir de leur capacité à eux, qui vont augmenter avec un développement de compétences de leurs équipes, tout ça, mais ils le font déjà, ça. Donc il faut accélérer peut-être, il faut s'orienter différemment. Ok, mais en même temps, c'est pas un changement, c'est pas une rupture délirante. Hein. C'est simplement se dire que avec des outils simples et en n'oubliant pas que la formation c'est avant tout de la relation des activités pédagogiques et évidemment du contenu, mais du contenu qui ne sert qu'à alimenter tout ça et pas mettre les outils et le contenu devant. C'est là qu'ils feront des dispositifs de qualité, c'est là qu'ils aideront vraiment les apprenants et c'est là qu'ils les amèneront à atteindre leurs objectifs au succès. Et c'est pas en essayant de maîtriser absolument correctement je ne sais trop quel outil qu'il faut mettre en œuvre très vite pour résoudre je ne sais trop quel problème. Il faut résoudre les problèmes avec ce que les gens ont en fait. Et le savoir-faire aujourd'hui dans la formation, il est réel. On part pas de zéro. Enfin, quand les gens se retrouvent en disant je sais pas du tout quoi faire, c'est quand même gênant parce que ça sous-entendrait qu'ils avaient pas de compétences au départ. Enfin, alors qu'en fait c'est faux. C'est juste qu'ils n'ont pas la représentation de ce qu'ils pourraient faire parce qu'ils cherchent une solution à l'extérieur de ce qu'ils savent faire, alors qu'en réalité, s'ils partaient d'eux-mêmes, l'exemple du téléphone dont je parlais tout à l'heure, c'est pour ça qu'elle m'a frappé. Tout le monde s'est téléphoné, tout le monde s'est parlé au téléphone, et ils l'ont pas fait en fait, alors qu'ils l'avaient en fait. Il n'y avait rien à inventer. C'est de partir de ça en fait. Peut-être le premier travail en fait qu'il faudra faire pour les OF, ça va être de dire ben voilà ce qui s'est passé, ça a mis en lumière en fait quand même qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a été capable de faire et sur quoi ils reposent. Qu'est-ce qui a bien marché? Ben, ils vont se rendre compte de ce qui a bien marché. C'était ce qu'ils savaient déjà en fait. Et là où ils ont réussi à réinvestir leur manière de fonctionner ou leur savoir-faire en fait dans un nouveau contexte. Et c'est ça en fait l'enjeu de la digitalisation, c'est d'être capable de contextualiser, enfin de s'adapter à un nouveau contexte en fait avec des possibilités supplémentaires, etc. Mais le faire à son rythme, à sa main et à partir de qui on est, de ce qu'on sait faire, et pas d'essayer d'aller chercher des trucs absolument incroyables à l'extérieur. Il n'y a pas de solution dans la technique, hein, il n'y a pas de solution dans les contenus non plus. Hein. Donc c'est pas là qu'il faut creuser. Et ça, j'espère que dans le constat que l'analyse que les gens feront, ça apparaîtra. Il faut que ça apparaisse. Sinon,
La prochaine fois, ce sera pareil, ou avec des variantes, hein, mais on aura le même écart. Et même pour la multimodalité en temps normal, ce sera difficile si on part pas de ces constats-là. Est-ce que sur ces outils à nouveau, enfin quand je dis outils, on va dire ressources numériques au sens large, les outils et les ressources d'apprentissage numérique, le fait de les avoir en plus trouvés facilement à disposition et gratuitement, ça risque pas un petit peu de fausser l'analyse de certains, de dire bah finalement ça coûte pas cher, regardez on a pu faire avec 3 bouts de ficelle, on est arrivé à assurer la continuité pédagogique. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle que ça coûte pas cher. Euh, donc, ça veut dire aussi que le frein qui est souvent mis en place, enfin mis en avant plutôt par les organismes de formation, par exemple, en disant ça nécessite de gros investissements, etc. Euh, euh, En réalité, c'est pas dans les outils que l'investissement il est gros. C'est dans la réingénierie, dans le travail en commun qu'il va falloir faire pour arriver à imaginer cette nouvelle manière de fonctionner. C'est dans des heures de travail qu'il faut investir. C'est pas dans les outils. Les outils aujourd'hui sont disponibles. Hein. Là, d'ailleurs, on l'aura vu clairement. Tout le monde s'en sera rendu compte. Aujourd'hui, on n'a pas de problème d'outils. Hein. C'est fini ça. Moi, quand j'ai commencé, comme tu le disais tout à l'heure, ça fait longtemps que je suis dans ce domaine. Quand j'ai commencé il y a 25 ans, les outils, c'était un problème parce qu'ils étaient à la fois chers et peu nombreux. Donc c'était une donnée de l'équation qui était importante. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ça a complètement changé de ce point de vue-là. Le coût des outils est faible. Ils sont très performants, beaucoup plus qu'avant. Ils sont largement disponibles et il en sort tous les jours des nouveaux. Donc, de toute façon, on n'aura pas de pénurie, on n'aura pas tout ça. Donc, du coup, ça permet d'écarter assez facilement finalement la question dans un premier temps. En tous les cas, on n'est pas obligé de la traiter tout de suite parce qu'on sait qu'au bout, quand on en aura besoin, on trouvera ce qu'il faut. Mais il faut d'abord savoir ce qu'on a besoin de faire. Euh, euh, sur les classes virtuelles, les gens posaient des questions, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire dans une classe virtuelle? Si j'utilise WebEx ou j'utilise, je sais pas quoi, Zoom, ou j'utilise en fonction aussi de ce que je veux faire. Il y a des outils, tu parlais de VIA tout à l'heure, il y a des outils comme VIA qui permettent par exemple de répartir les gens en sous-groupes pour faire du travail en petits groupes, et puis ensuite les ramener dans la salle pour qu'ils présentent chacun leur travail, qu'on débriefe ensemble, etc. Si c'est ça le type d'activité que je peux proposer, il me faut un outil qui me permette de faire ça. Si je fais du descendant, un bon Skype ou l'équivalent, c'est largement suffisant. Donc avec de la vidéo, je peux poser mon slide, partager mon écran, puis j'ai un chat et hop, c'est bon. Donc ça part pas de je maîtrise cet outil-là ou pas, ça part de qu'est-ce que je veux faire comme activité et après je trouverai toujours l'outil. Et s'il en faut deux, mais j'en prends deux, c'est pas grave. C'est pas non plus c'est pas non plus gênant. D'autant plus que tout ça c'est loué, je paye à la consommation quasiment, donc en fait ça rentre dans des coûts variables. Donc quasiment que c'est quasiment tout. Enfin la partie logicielle est en train de devenir quasiment variable en fait. Donc du coup, si j'ai de l'activité, je paye. Si j'ai pas d'activité, je paye pas. Donc ça ne devient même plus un problème d'investissement. L'investissement n'est pas là. L'investissement est dans l'ingénierie. On va proposer à nos amis qui sont avec nous peut-être de nous glisser des petites questions parce qu'on discute là comme de vieux copains, hein, mais on n'est pas tout seul. Donc on est voilà, n'hésitez pas à nous glisser des suggestions, des remarques, hein, comme Isabelle l'a fait. Alors c'était tout au début par rapport au CAFEL. En attendant qui nous sollicite là-dessus, comment tu vois à cette sortie? Alors la sortie, elle est dans, on va dire, les mois à venir. Hein, on sait bien que c'est pas lundi prochain. Dans les mois à venir, qu'est-ce que tu conseillerais toi aux formateurs et à leur direction, hein, parce que la prise de conscience, bien évidemment, et le travail, il doit se faire collectivement, j'imagine. C'est pas ni le formateur tout seul, ni sa direction qui va décréter que soit que tout est fait, ou soit que tout est à faire. Mais dans tous les cas, il y a quand même un petit peu un plan de marche à mettre en place. Qu'est-ce que tu glisserais comme idée des actions à mener là dans les prochains mois pour se mettre peut-être à la fois en ordre de bataille, profiter de cette immersion grandeur nature à très grande échelle qu'on a vécue, et puis peut-être se préparer malheureusement à d'autres périodes un peu similaires. Bah, moi, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'était effectivement, je pense qu'il va falloir faire un temps collectif d'analyse de ce qui s'est passé quand même. Je pense il va falloir que les gens échangent parce que là, on est quand même tous dans le jus, hein, pas mal, et on n'a pas beaucoup le temps de prendre du recul. Hein. Même l'exercice qu'on fait là tous les deux, enfin tous ensemble plutôt, euh, il,
enfin, on n'a pas eu le temps d'essayer de réfléchir, hein. Moi, je donne des idées comme ça de ce que j'ai constaté, mais il faudra évidemment approfondir tout ça. Et ça, c'est vrai dans chaque organisme, dans chaque école, etc. Après, je pense que c'est le moment propice pour les directions de structure de réfléchir quand même à leur offre, hein, et de réfléchir à ce qu'il va falloir développer comme offre pour les prochains mois, les prochaines années, parce que ce qu'elles ont pu voir sur le fonctionnement des organisations, hein, chez leurs clients, par exemple, quand elles s'adressent à des professionnels, ça montre que le travail est en train de se transformer. Il a commencé bien avant la crise. Il y a un effet de révélateur, hein, pareil, dans le monde du travail en général, pas que de l'information, et qu'il va falloir quand même essayer de comprendre ce qui se passe et d'essayer d'améliorer les offres pour pouvoir être capable de faire des offres adaptées aux besoins des personnes, dans une optique qui est forcément multimodale, hein. Maintenant, la question du digital, je crois, voilà, c'est plus une question. Donc, c'est obligatoire. La formation est digitale de toute façon. Elle est multimodale en réalité, de toute façon. Donc, il y a forcément du digital dedans. Donc, la question, c'est de savoir comment on va faire ça. Et à partir de ces offres-là qui sont construites, ben, il va falloir réfléchir à comment on fait l'ingénierie de ces dispositifs, avec une dimension évidemment pédagogique, une dimension organisationnelle d'équipe, et puis une dimension économique, hein, forcément. Moi, je pense qu'il y a un peu de temps, il va y avoir un phénomène de dépression en fait sur la formation qui risque d'être assez fort, qui risque de nous amener à une activité très très perturbée au moins fin décembre, même si on redémarrait assez vite. On n'est pas du tout sûr que ça va redémarrer assez vite, ça peut être plus longtemps que ça. J'ai répondu à un sondage ce matin américain, ils disaient que le plus court délai pour eux c'était 6 mois dans la proposition de réponse. Il n'y avait rien en dessous de 6 mois, en disant la dépression va durer 6 mois, plus de 6 mois, entre 6 mois et un an, plus d'un an. Bon, donc voilà, ça donne, enfin, c'est l'échelle hein, ça montre leur perception. C'est des gros spécialistes, hein, c'est une des plus grosses corporations de formateurs américaines. Donc voilà, donc ça traduit leur vision quand même. Donc ça veut dire qu'on a un peu de temps, il faut être capable de tenir économiquement, j'en conviens bien, mais on a un peu de temps quand même pour mener voilà, ces éléments-là, et puis professionnaliser les équipes, c'est-à-dire que s'appuyer sur le fait que les gens ont rencontré des difficultés, ils ont vu aussi quels pouvaient être les intérêts de telle ou telle chose, et de se dire, bah, tiens, professionnalisons les équipes. Voilà, il va falloir faire de la ingénierie, ça va impliquer des savoir-faire qu'on n'a pas forcément, qu'on a peut-être mis voilà, c'est ce gap, on l'a mis en lumière là dans la crise. Bah, qui est tenté, voilà, l'idée c'est pas de former tout le monde à tout. En fait, l'idée c'est de dire aux équipes vers quoi vous voulez aller, qu'est-ce que voilà, vers quoi on peut vous professionnaliser. On va avoir besoin de ces compétences-là. Qui est attiré par ça, qui a envie de se lancer là-dedans, et puis d'en faire un phénomène dynamique. Mais il y a une ingénierie forte, effectivement, de l'offre à faire d'abord. Alors, un des éléments, on va dire une des briques de l'ingénierie, c'est, elle nous renvoie une question de Sylvie, là, que je vois dans le chat, qui touche effectivement à l'évaluation. Alors l'évaluation, c'est un grand sujet, c'est un sujet que tu connais bien. À travers des outils d'évaluation, bien sûr, ça existe. Il y a des outils pour faire de l'évaluation, mais pas que. On n'évalue pas, et c'est pas parce qu'on est à distance. Évaluation n'est pas égale QCM en l'occurrence. Non, parce que de toute façon, l'évaluation, bonjour Sylvie déjà, l'évaluation, c'est très lié en fait à ce qu'on veut mesurer en fait. Donc en fonction de si on est sur du savoir-faire, si on est sur du transfert en situation professionnelle, si on est sur voilà, ou de la connaissance pure, on va évidemment avoir des moyens très différents. Et il est évident que le fait de le faire à distance ou pas va être impacté par ça. Donc Sylvie, que je connais, hein, donc et qui intervient dans les chambres des métiers, c'est sûr que sur des travaux manuels, l'évaluation à distance pose des difficultés qu'on n'a pas si on veut évaluer les gens, je sais pas quoi, la connaissance des panneaux du permis de conduire.
Il faut travailler ça. L'évaluation, c'est pas forcément non plus monolithique, hein. L'évaluation, ça peut être aussi le croisement en fait de différentes évaluations qui permettent de valider une compétence qu'à partir du moment où un certain nombre de faisceaux finalement concordent. Ça veut dire aussi que on peut associer, par exemple, dans le monde professionnel, il y a un vrai enjeu là-dessus, hein, d'associer notamment sur la mise en œuvre en situation de travail. Et avec la FEST, évidemment, c'est un sujet central. D'autres acteurs que que les professionnels de la formation dans l'évaluation, hein, avec des retours croisés, des évaluations, alors même si c'est pas complètement 360 degrés, au moins avoir plusieurs angles. Donc, que ça soit tu veux dire que ce soit dans les dispositifs d'alternance, où bien évidemment l'entreprise est là, ou dans les dispositifs de formation continue, où l'entreprise, du coup, doit retrouver une place et peut retrouver une place notamment dans l'évaluation. C'est sûr que là, la crise, parmi les choses, si on élargit un petit peu notre spectre, moi qui m'intéresse quand même beaucoup au rôle des managers dans la formation à distance, puisque dans la formation à distance, le manager, même en situation normale, a un rôle considérable qui d'ailleurs souvent mal tenu, c'est une des difficultés. Là, ce qui est rigolo, c'est que ça remonte le problème du management à distance par le biais du télétravail. Mais en réalité, on a le même problème. En fait, c'est exactement la même chose que pour la formation. Donc, si on n'est pas capable d'évaluer le travail de son collaborateur, comment on va faire en fait pour jouer un rôle dans l'évaluation de la formation et des compétences? En fait, les deux sont liés. Le travail et la compétence c'est lié. Donc, il va bien falloir qu'on mette en place des éléments qui permettent de valider de façon croisée les choses de manière à améliorer la qualité de ce qu'on évalue aussi. Parce que si on parle de compétences, quand même, on ne peut pas s'arrêter à l'organisme de formation. Il va bien falloir la compétence, il faut qu'elle soit constatée par des pairs en situation de travail. Donc, en situation réelle. Donc, à un moment donné, il faudra bien aller un petit peu plus loin que ce qu'on va actuellement. Et ça sera forcément à distance. Donc, je dirais que la distance dans l'évaluation, elle est quasiment obligatoire. Maintenant, ça veut dire qu'il faut réfléchir à une autre manière, à d'autres modalités. C'est pas simple, hein, l'évaluation, c'est sans doute le sujet le plus compliqué. Tout le reste, on sait à peu près faire aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment il faut le mettre en place, mais on sait faire. Sur l'évaluation, il y a encore du boulot, hein, parce que il y a un côté, on récupère des informations pour prendre des décisions, donc il ne faut pas se tromper en fait. Sur le reste, on peut se tromper un peu, c'est pas grave. Sur l'évaluation, il ne faut pas trop se tromper. Donc il y a besoin d'être plus précis, c'est plus compliqué. Mais ça, c'est un gros sujet. Hein, ça, c'est un gros sujet. La réalité virtuelle, comme c'est suggéré dans le chat, peut être un des outils, une des modalités sur lesquelles on peut éventuellement s'appuyer aussi pour évaluer. On sait qu'on s'en sert beaucoup pour s'entraîner, pour s'immerger ou pour découvrir. Ça peut être un outil, ça peut devenir dans certains cas un outil de l'évaluation. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le portfolio aussi, hein. Enfin, des choses parfois pas forcément techniquement super compliquées, hein. Voilà, le fait de ramener des traces de ce qu'on a fait, et là le numérique peut nous aider parce que la trace, elle peut prendre des formes, de témoignages, elle peut prendre des formes de photos, on a beaucoup de choses à notre disposition pour pouvoir en fait. Il y a un enjeu entre ce que les gens font, en fait, là où ils le font, là où ils doivent exercer la compétence et ce qu'ils ont appris à faire. Et il faut que ce lien-là soit de plus en plus fort. Aujourd'hui, il est beaucoup trop faible, en fait, pour améliorer l'évaluation. Et là, le numérique peut nous aider à le faire, soit par des systèmes sophistiqués de réalité virtuelle, effectivement, soit ou de simulation très évoluée, et ça avance très, très vite, et on a des choses vraiment, moi je trouve que ça avance très très vite, c'est vraiment spectaculaire. Là, il y a une voie vraiment importante, mais il y a aussi d'autres voies, hein, plus simples, aussi parfois, voilà, à partir de choses qu'on a déjà et qu'on connaît. Il faut réfléchir au système. En fait. Il y a aussi maintenant tout ce qui est, comment dirais-je, certification des témoignages, des constats de compétences, avec tout ce qui est lié à la certification croisée, par exemple, où plusieurs personnes doivent valider, des personnes autorisées, dont la parole est garantie par le système, et qui peuvent permettre de certifier des compétences croisées avec des systèmes vraiment fiables, en fait. Donc en se basant sur... système d'obtention des badges, par exemple, enfin, qui a été, entre autres, mis en place dans certains dispositifs de badges. Ouais.
Oui, tout à fait. Et en croisant ça avec des mécanismes d'authentification type blockchain, etc., en fait, on peut arriver à imaginer des dispositifs. Ça, c'est des choses qui sont en train d'être mises en place, hein, et ça commence à exister. Donc là, on va avoir des possibilités. Là, la technique va nous aider à mettre en place. Maintenant, il faut quand même réfléchir le système, hein, réfléchir le dispositif d'évaluation. Alors, je propose, on va pas tarder à clôturer. Je voyais une question tout à l'heure. Je disais, bah, mais comment est-ce qu'on fait pour changer l'ingénierie PEDA quand on a des formateurs qui ont des habitudes très ancrées. Alors, est-ce que je peux prendre un regard très positif et se dire, mais montrons-leur que les habitudes ne sont plus ancrées puisqu'ils ont fait autrement. Est-ce que je suis un peu simpliste en disant ça? Bah, disons que c'est un levier, en fait. On va quand même pas se priver d'un levier pareil. Ça c'est sûr. Après, il faut pas croire qu'il soit forcément suffisant. Il y a un truc qui est sûr quand même, c'est que les personnes qui ont du mal à changer, c'est aussi des personnes qui ont du mal à se représenter ce que ça peut être. Voilà aussi comment ça peut être différent et comment ça peut être mieux si c'est différent. Parce qu'en fait, c'est ça, changer, c'est pour faire mieux, sinon ça sert à rien. Et donc, Sinon, on substitue, c'est tout. voilà. Et après, bah, si on substitue, c'est pour gagner quelque chose. Et donc, ça veut dire quoi? On gagne économiquement, on essaie de supprimer des formateurs. C'est ça, en fait, ce qui ressort des gens. Et la crainte, elle peut être légitime, hein. Enfin, on en voit, hein, des choses comme ça. L'idée, c'est de montrer faire modifier leur représentation. Il faut qu'ils le vivent, en fait. Là, ce qui me gêne un tout petit, enfin, le levier, on va pouvoir s'appuyer dessus, certes, mais à partir du moment où l'expérience a été positive, il faudra quand même s'assurer que l'expérience a été suffisamment positive pour pouvoir la reconvoquer. Parce que si pour les gens, ça a été un vrai malaise d'être dans cette situation-là en tant que formateur, on aura du mal à leur dire, mais regardez, vous avez réussi. Ils n'ont pas réussi, ils ont été obligés, hein. Il faut faire attention, on n'est pas dans une situation de formation à distance, on est dans une situation d'enfermement, ça n'a strictement rien à voir. Regardez les difficultés qu'ont les gens à se former dans les prisons, voilà. Donc, il faut faire attention. On n'est pas dans une situation, comme on n'est pas du tout dans une situation de télétravail. C'est pas ça le télétravail. Moi, j'étais télétravailleur pendant 12 ans comme salarié. Je peux vous dire, hein, ça n'a strictement rien à voir avec ce qui se passe actuellement avec le télétravail normal. Il faudra faire attention quand même au décalage, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure dans l'analyse. Il faudra bien séparer ce qui ne devrait pas se reproduire. En tous les cas, on le souhaite, pas être confiné quand même tout le temps, et trop souvent. Et puis, ce qui est de l'ordre de, vous avez vu que vous avez été capable de faire autrement. Voilà, on exclut la partie négative et contextuelle, contexte négatif, et on essaie de voir qu'est-ce que vous avez réussi à faire finalement. Qu'est-ce que vous avez fait naturellement, sans vous poser de questions que vous ne faisiez pas avant, et pourquoi vous l'avez fait à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez cherché à faire, etc. Et c'est pour ça que c'est un gros travail, parce qu'il va falloir reprendre les gens un par un. Enfin, il n'y a pas le choix, hein. Et faut le faire à la fois individuellement et collectivement, pour voir comment on va pouvoir tourner après, parce que pour tourner après, il faudra jouer collectif, il n'y a pas le choix, hein. Voilà, donc je pense que les professionnels de la formation aujourd'hui, les gens qui accompagnent, hein, les gens comme moi, comme toi, Jean-Luc, ou bien d'autres, en tous les cas, tous ceux qui œuvrent là-dedans depuis un moment, je pense qu'on a une responsabilité, en fait, sur justement aider les gens à peut-être à faire la bonne analyse, ou en tous les cas leur donner des outils pour arriver voilà, à faire la transition comme ça. C'est indispensable, hein, il n'y a pas le choix, hein. Bien, bah, écoute, tu viens de répondre à la question de Sylvie en même temps, c'est comment faire pour mettre en œuvre cette stratégie. Donc voilà, Sylvie, tu as des pistes à travers ça. Je répondrai pas à la question de Céline, mais je renverrai Céline vers un webinaire qu'on a organisé il y a de ça un petit peu plus de 2 semaines maintenant, sur des aspects un peu plus juridiques, justement, de comment est-ce qu'on trace, on n'émarge pas effectivement à distance, mais on prouve la réalité de la formation à travers un faisceau de preuves. Et donc, je vous invite à retrouver sur le site de Communautique l'enregistrement de ce webinaire qu'on a réalisé avec Sabrina Dougados il y a quelques semaines, et qui nous a expliqué aussi bien dans le cadre du confinement quelles étaient les mesures spécifiques pendant le Covid-19 que dans le cadre plus général de la loi, de la réforme du 5 septembre 2018.
Voilà, eh bien merci beaucoup Sylvain d'avoir trouvé ce moment pour échanger avec nous. Merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire. Donc vous avez peut-être noté, on n'en aura pas spécifiquement, ça sera pas un webinaire communautique, mais je vais peut-être laisser Christophe conclure justement sur ce point pour mercredi 6. On parlait d'évaluation, ben, on a l'éducation nationale qui va venir nous parler, si j'ai bien compris, de l'obtention des diplômes pour cette année. C'est ça. Tu as tout dit, hein. On a transformé le webinaire du 6, donc de mercredi, on a la chance d'avoir deux personnes du rectorat qui viennent nous dire comment vont se passer la passation, si je peux dire, des diplômes, des certifications pour tous les stagiaires de la formation professionnelle. Écoutez, je viens de mettre les informations en ligne, vous pouvez vous y inscrire dès maintenant, et puis je vais envoyer une news là-dessus. Sachez aussi que, alors je suis peu intervenu parce qu'en fait j'ai des gros problèmes de bande passante, mais que c'est toutes ces questions dont vous avez parlé sur la stratégie, la réingénierie, les différents chemins, etc. C'est des choses qu'on a bien en tête. On en a discuté pas plus tard que ce matin avec mes collègues de la direction de la formation, en disant il faut absolument qu'on agisse là-dessus. Il faut aussi qu'on aille chercher finement ce qui a été, quels ont été les apports et puis aussi tous les poids que cette période de confinement, à la fois côté responsable formation, formateur, direction, mais aussi les apprenants, de manière à ce qu'on ait des stratégies moyen terme et des stratégies long terme avec, en effet, on engrange peut-être des nouvelles manières de penser la formation. De voir aussi, je pensais à quelque chose, c'est en quoi la formation informelle est intervenue, hein, parce que finalement, peut-être qu'il y a plein d'apprenants qui ont appris aussi, on disait, ça se trouve, ils ont appris, mais pas du tout grâce à nous, mais grâce à eux-mêmes, etc. Et ce serait intéressant de le savoir aussi, de manière à pouvoir enfin, repenser l'offre, repenser son offre, apprendre à différencier son offre en fonction de chacun des stagiaires, de sa connaissance des technos numériques et autres. Voilà. Donc, c'est des choses qu'on a bien à l'esprit. Et puis, tout ça pour vous dire aussi qu'on continue à former. Ben, on va continuer. On est en train de plancher avec Jean-Luc sur des futurs webinaires et peut-être aussi d'autres actions qui sont amenées avec vous, on va dire jusqu'à fin juin, et puis avoir une stratégie un peu plus long terme. Après, on reviendra sur des actions communautiques, on va dire plus classiques, mais où on va retravailler justement ces stratégies de l'après-confinement. Voilà, écoutez, merci à tous, merci Sylvain, merci Jean-Luc, et puis je vous dis à mercredi, et sinon à très bientôt d'une manière ou d'une autre. Bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir. Merci.